Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infra de data sur Kubernetes. Alors, on poursuit encore, on va pas encore déployer beaucoup de choses sur Kubernetes aujourd'hui, on va développer encore, penser un petit peu expliciter un petit peu notre architecture. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos, liker, commenter pour m'aider à soutenir la chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur Bento et Red Panda. En tout cas, ça va être la deuxième partie de la vidéo. La première partie de la vidéo, on va remettre un petit peu au carré encore 2-3 petites choses sur notre API Collector. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo, elle est soutenue en partenariat avec Cast AI. Donc si vous voulez visiter, c'est cast.ai/Xavki, vous pouvez vous rendre dessus. C'est un outil qui permet de faire du FinOps notamment, mais pas uniquement, de l'optimisation de cluster Kubernetes managé. Donc comme c'est managé, c'est vraiment un outil qui va permettre de prendre la main. Je vous invite à aller voir les premières vidéos qu'on a fait sur la chaîne, prendre la main vraiment sur votre cloud, en tout cas la partie cluster de votre cluster Kubernetes sur le cloud, pour faire de l'optimisation, donc changer les machines, les remplacer à chaud automatiquement à partir d'un calcul algorithmique qui est vraiment réalisé par eux, derrière ça permet de faire aussi de l'optimisation de ressources, de workload qui tournent dedans. Si vous n'êtes pas dans le cloud, si vous êtes sur une infra on-prem, de chez vous par exemple, eh bien vous pouvez, on l'a déjà vu, vous pouvez aussi installer Cast AI dessus. Vous pouvez même aussi bénéficier de simulations, bénéficier des atouts que fournit Cast AI pour faire de l'évaluation de coûts, en rentrant par exemple des coûts de CPU, des coûts de RAM, et pouvoir voir quelles applications consomment le plus en termes de coûts pour vous également. Donc ça fournit plein d'informations sur ces aspects-là. Ça fournit aussi également des audits de sécurité Kubernetes dans votre cluster, et fournit des informations par rapport à ça. Vous pouvez également aussi faire de l'optimisation de management de database pour les services managés, type RDS, etc. Et également wrapper au-dessus des API de LLM pour pouvoir faire de l'optimisation de coûts également dessus et de performance. Voilà, donc on va continuer aujourd'hui. On poursuit avec notre modèle Bento Red Panda. Alors, juste pour se replacer les choses, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que l'on fait. À l'heure actuelle, donc, on a l'API de CoinGecko qui nous fournit des informations, l'API Collector qui est en mesure de collecter des informations, qui les écrit dans RabbitMQ. À terme, donc plutôt à la fin, le but c'est de décrire tout ça dans une base de données. En l'occurrence, nous on va faire ça dans ClickHouse, donc on verra le déploiement d'un cluster ClickHouse dans Kubernetes, etc., etc. Donc il y a plein de notions encore à venir. Et pour écrire de RabbitMQ dans notre base de données, on va utiliser un outil intermédiaire qu'on va pas développer nous-mêmes. Nous on va faire du YAML. C'est assez souvent, c'est quelque chose que j'aurais tendance à dire. Vaut mieux que les outils soient maintenus par d'autres personnes que vous, et que vous fassiez du YAML dessus. D'un point de vue financier, souvent c'est bien meilleur de fonctionner comme ça. Il y a des gens qui vont passer du temps pour mettre les choses bien au carré. Vous aurez juste à utiliser l'outil. Vous pouvez même y contribuer. Donc c'est le cas pour Bento ou Red Panda Connect. On verra, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo, sur la différence entre les deux, ou en tout cas d'où proviennent les deux. C'est ça qui est intéressant à voir. Rappel qu'on n'a pas trop insisté dessus, mais ce placement de RabbitMQ nous permet d'avoir un rôle asynchrone entre la partie amont de notre infra, de collecte de la donnée, et la partie, on va dire, aval, qui est celle de l'écriture de la donnée dans la database. Alors cette partie-là permet de gérer un côté asynchrone avec différents intérêts derrière ça. Première chose, c'est que le RabbitMQ ici est quelque chose qui se maintient à chaud, c'est un cluster, donc du coup c'est quelque chose qui est totalement transparent, y compris dans ses phases de maintenance, etc. Donc l'API Collector sera toujours en mesure d'écrire ici, dans cet élément-là. C'est-à-dire que derrière, tout ce que j'ai besoin de maintenir derrière, ça pose pas de problème. Les messages vont toujours aller s'écrire ici, et bien je peux très bien avoir des phases de maintenance dans la partie qui est aval, et ne pas perdre de données, ne pas générer des lenteurs, etc., ce genre de choses dans la partie amont. L'autre élément qui est important, ça permet également en plus de dédier, on va dire, alors un peu comme un microservice,
de dédier la ressource réellement nécessaire pour l'action ou la fonction qui est à réaliser. Donc là, on collecte, donc on alloue de la ressource CPU RAM dédiée à cette brique-là de récupération de la donnée. Ici, du coup, on va être aussi en mesure d'affecter exactement la ressource qui va être le plus à même de faire le travail en fonction du workload, du nombre de messages que l'on a sur le RabbitMQ ici, et éventuellement de scaler up ou down en fonction du nombre de messages qu'on a sur RabbitMQ sur cette brique applicative-ci grâce au message queue et le first in, first out des messages. Donc du coup, on va garder l'ordre des messages en question. Donc ça, c'est assez pratique. On pourrait même aller plus loin, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer sur d'autres types d'infrastructures, ça arrive régulièrement, que les messages qui sont dans RabbitMQ, on les écrive dans différentes queues, soit exactement les mêmes messages partout. Donc là, si j'ai 10 messages qui arrivent en entrée ici, bah, je vais les écrire 10 fois pour la queue du bento, mais 10 fois pour un autre applicatif, etc. etc. ce qu'on appelle le fan-out. Donc c'est un type d'exchange, hein, c'est une manière de router les messages. Et ce type-là, bah, par exemple, ça va déporter au côté applicatif, de dire, voilà, chaque applicatif a sa fonctionnalité, et peut-être que l'un va faire une action pour écrire dans ClickHouse, mais un autre pourra écrire dans autre chose ou faire d'autres fonctionnalités, interroger un LLM, etc. Ce qui est possible également de faire, hein, c'est de faire du routing vraiment plus custom, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire entre guillemets bêtement tous les messages partout dans toutes les queues RabbitMQ, on peut aussi prendre des métadatas des messages pour dire bah, ce message-là, je vais l'écrire dans la queue X et ce message-là dans la queue Y. C'est le meilleur exemple, ce serait un site de e-commerce. Bah, on va avoir l'envoi des choses par mail, on va avoir le packaging, on va dire la mise en colis, on va avoir, je sais pas, la prise de commande, etc. Donc ça va être des choses différentes, des applicatifs différents, mais on peut leur envoyer les mêmes informations ou les informations qui les intéressent. Donc là aujourd'hui, nous focus ici sur l'API Collector. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des métriques et ensuite également sur la deuxième partie, on va installer Bento RPT pour consommer, ou Redpanda Connect. Je réfléchis si RPT c'est bien ça, Redpanda Connect, RPK, pardon. Donc derrière, pour pouvoir commencer à consommer nos messages RabbitMQ, mais pas forcément encore les écrire en base de données. Ok, donc du coup, on est parti là-dessus. Hop, voilà. Donc, on va revenir avec notre répertoire, directory, avec les éléments qui sont dedans ici. Est-ce que j'ai ici d'enregistrer, pas enregistré? Hop là, ah ouais, j'ai des trucs qui restent, tiens, c'est marrant. Tiens, il veut pas nous le... Ok, don't save, ok, voilà. Donc là, on repart sur notre code. La première chose, donc, ça va être de rajouter des métriques dans notre... Hop, voilà, je vais me fermer ici. Des métriques dans notre code. Alors pour faire ça, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter... donc nous, on veut des métriques au format OpenMetric. Pourquoi rajouter des métriques? Déjà de base pour créer ce qu'il faut pour pouvoir ajouter des métriques, c'est-à-dire basiquement, quelqu'un qui est développeur, bah, il développe un outil, et bien il faut prévoir une manière de récupérer, d'exposer des métriques de cet outil. Ça fait partie du job maintenant. Quelqu'un qui ne le fait pas, bah, c'est un peu dommage, mais c'est un standard, on va dire, dans le développement des outils. Nous, le but, c'est pas forcément aujourd'hui de prévoir tous les trucs, mais c'est de se dire, ok, on met en place ce qu'il faut, et puis si on a besoin de rajouter d'autres métriques, on les rajoutera plus tard. Donc première chose, nous on va utiliser la lib Prometheus ici, hein, de Go. Donc on va l'avoir, alors elle permet de faire deux choses. Hein. Première chose, tout ce qui est lié à la métrique spécifiquement. Deuxième chose, ici vous voyez c'est Prom HTTP, c'est un serveur web pour Prometheus, pour l'affichage des métriques Prometheus. Ensuite, donc nous, on va avoir des métriques, on va les déclarer sous forme de variables, donc on va créer deux variables. Une première variable qui est Processed Messages, ou coins, qu'on va dire, on pourrait l'appeler coins aussi, ouais, ici, coins, voilà, et hop là, ouais, c'est un truc qu'il ne faut pas sauvegarder là. Derrière, on va mettre en guise de bonne pratique ici, donc là, on a en fait une métrique qu'on est en train de créer, un instancier avec le type de la métrique new counter, donc ce sera un counter. Un counter c'est quoi? C'est à l'opposition de la gauche. La gauche c'est une valeur qui est variable tout le temps.
Un counter, c'est quelque chose qui est incrémental, c'est-à-dire que tout de suite j'ai traité une coin, donc du coup il va prendre la valeur 1, j'en traite 10 de plus, ça va prendre 11, j'en traite 5 de plus, ça va prendre la valeur 16, etc. etc. Si on veut l'exploiter, après, bah, du coup, on va pouvoir utiliser les rates ou les dérivés hein, pour pouvoir faire des calculs d'accroissement pour voir à quelle vitesse on est en train de consommer les choses. Ici, donc ça, c'est le nom de la métrique telle qu'elle va apparaître dans la route / métrique, et ici, c'est sa documentation, entre guillemets, son commentaire. La métrique, je l'ai préfixée de collector de manière à se dire, bah voilà, tout ce qui va être lié à notre collector sera préfixé de collector. Comme ça, quand on veut rechercher dans Prometheus, on tape collector underscore, on verra nos métriques de collector. Le deuxième ici, c'est un histogramme. Un histogramme, c'est une manière d'éclater les données et c'est souvent utilisé pour les percentiles, les calculs de percentiles. En gros, on a plusieurs buckets en fonction du temps de réponse et on va classer la vitesse le temps de réponse des requêtes en fonction de leur bucket, donc en fonction des différents percentiles. Ok, une fois qu'on a fait ça, du coup, on est en mesure d'aller utiliser donc l'API response duration. L'API response duration, bah, c'est le temps de réponse de notre API. Et ça, on l'a déjà ici avec le scrap duration. Donc on va le rajouter juste après, ici, comme ceci. Ça va permettre du coup d'alimenter automatiquement la métrique à partir du scrap duration qu'on a déjà calculé à cet endroit-là. L'autre élément qu'on veut, c'est incrémenter en fonction du nombre de messages que l'on a de traités. Mais là, ça se passe ici en fait. Donc là, on a l'activation de RabbitMQ, donc on va se dire qu'on va incrémenter qu'à partir du moment où ça a été envoyé par RabbitMQ, donc on va le faire comme ceci. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Undefined processed messages processed coins, voilà, toc toc, où est-ce qu'on était? Ici, voilà, comme ceci. Ensuite, si on continue, on va avoir derrière le fait de lancer ce fameux serveur web avec les éléments qui vont bien pour pouvoir afficher notre route de métrique. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Première chose, déjà, on va enregistrer, on va charger les métriques en question. Donc pour ça, on va utiliser Prometheus must register, donc qui est comment on appelle ça, une méthode hein, dans laquelle on va charger ici processed coins, voilà, comme ceci, et API response. Donc ça va permettre de les charger et de dire que nous, on veut ensuite que ça se soit chargé sur une route HTTP qui est implémentée automatiquement par la lib Prometheus, vous voyez. Donc ça sera /metrics sur le port 9120, ça on peut le changer, on pourrait le mettre variable également, etc., etc. Donc là, si je sauvegarde, avec ça, on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est comme je vous disais, on va faire un petit peu de clean dans tout ce que l'on a. Donc le premier clean qu'on va faire, c'est que tout ça, là, on va essayer de prendre en compte plus d'éléments dans notre comment ça s'appelle, dans notre makefile, comme ceci. Donc nous on va le faire comme ceci. Donc on va rester ici sur l'API collector, la version, voilà, peu importe, et derrière on va venir documenter toujours notre makefile, et donc le makefile help ou make tout court nous sortira ceci hein, sous forme d'aide. On va avoir donc différents cas de figure d'exploitation. Le makefile, je vous rappelle, ça va permettre de lancer des commandes bash hein, tout simplement pour builder l'applicatif, pour des opérations qu'on fait régulièrement et qu'on ne veut pas avoir à taper et à rechercher les commandes. Donc du coup on va faire make build, make test, etc., etc. Donc nous, on en a déjà pas mal. Souvenez-vous, on a lancé un RabbitMQ la dernière fois, donc du coup on peut le lancer sous cette forme-là, donc avec un make docker-RabbitMQ. Et la ligne de commande est comprise ici. Le echo ici va permettre d'afficher à l'écran ce qu'on a lancé. Et donc en gros derrière, hein, si on se rend ici, si on fait, on est où là? Top, on est dans Vagrant, c'est des codes, je crois, voilà, c'est des API collector. Si je fais make tout court comme ça,
Hop là, on n'a pas dû... Voilà, comme d'habitude, j'enregistre pas. Voilà. Donc si on enregistre comme ça notre make, on a notre make build, bon ça c'est pas grave là, mais... et Docker RabbitMQ. Alors est-ce que j'ai déjà quelque chose qui tourne? Parce que... bon, normalement non. On va faire un make Docker-RabbitMQ, comme ceci. Vous voyez qu'il tourne déjà, je pense. On va faire un Docker rm-f RabbitMQ. Et on a même prévu le clean. Vous voyez, il y a le Docker clean. J'aurais pu lancer d'ailleurs le Docker clean. Et là, on lance le RabbitMQ. Donc du coup, si je fais un Docker PS, j'ai bien mon RabbitMQ qui tourne tel que je l'ai prévu. Ce qu'on a encore, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le RabbitMQ. Hein, c'est ici, on a le fait de lancer l'API par Docker, mais ça on reverra plus tard. On a ensuite le fait de cleaner, donc Docker RMI de l'image, Docker RM-F de RabbitMQ et de API Collector. Donc là, c'est quand on veut faire le clean de tout ce qui est Docker. Mais si on veut faire un Go Run, par exemple, comme on faisait tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir... on l'a pas encore fait, mais dans les vidéos précédentes, eh bien, on va pouvoir faire un make run directement. Et là, du coup, vous voyez, il va directement se connecter en mode... hop, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, faut qu'on les importe au fil. Ah, yes, exact. J'ai pas fait. Voilà. doc/from http. Donc, on importe les librairies en question. Et si je fais un run comme ceci. Donc là, on est en mode verbose. Par défaut, je crois qu'on se connecte pas à comment? À notre... hop là, lui, on va le laisser tourner. Alors, on va pas le laisser tourner toutes les 5 secondes, sinon ça va nous poser des petits problèmes. On va se mettre à 30 secondes, comme ceci. Hop, voilà, on est reparti. Et là, vous voyez qu'on peut aller faire un petit curl pour vérifier notre route de métrique sur 127.0.0.1 du coup. Et on a dit le port 9120 sur la route /metrics, comme ceci. Et là, on va retrouver normalement les métriques. Alors, pour l'instant, il n'y a pas scrappé, donc du coup, nos métriques ne sont pas encore incrémentées, normalement. Je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, on va attendre les 30 secondes. Où est-ce qu'on en est? Quand il va les afficher, on va les avoir. Voilà. Donc là, normalement, maintenant, si je refais mon curl, voilà. Dedans, on doit retrouver quelque part processed message ou quelque chose comme ça. Où est-ce qu'on est? Collector, voilà. Ah oui, on est à C pour collector maintenant. Donc on a le response duration et on a le collector processed message counter. Donc vous voyez, on en a fait 100 puisqu'en fait on était au premier passage. Mais si il repasse une deuxième fois, on va tomber à 200, etc. etc. Bref. Ok, donc ça marche. L'autre élément, donc du coup on peut builder notre programme Go, ce qu'on n'a pas fait pour le moment, mais en fait si je fais un make build comme ceci, toc, voilà. Donc là il a buildé le programme qui est en Go, qui va nous avoir mis ici, hein, donc c'est juste un petit binaire en Go, hein, si je le lance, hop, il va se lancer directement. Ok. Ensuite, qu'est-ce que l'on a encore? On a la possibilité de faire des tests, du Go test. Bon, là, nous, on l'utilise pas trop. Et le make clean pour cleaner le binaire en Go qui a été buildé notamment. On verra la structure, on la fera évoluer au fur et à mesure également. On peut aussi faire du Docker build, mais pour ça, il nous faut un Docker file. Donc là, on va créer un Docker file. New file, Docker file. On va pas forcément s'en servir aujourd'hui, mais en gros, on va faire un Docker file pour Go. Donc quand on fait un Dockerfile pour Go, généralement on peut se permettre en plus de faire du multi-stage build, c'est-à-dire une première étape où on va builder le binaire, l'équivalent de ce qu'on vient de faire finalement tout de suite, hein, l'équivalent du make build, pour dire build-moi une app, un binaire qui s'appelle app, ok, donc ça il va nous le faire. Et ensuite on crée un deuxième stage qui lui est une Alpine en 3.18 dans lequel on va venir, c'est peut-être à mettre à jour, mais dans lequel on va venir placer notre binaire app, vous voyez ici, avec la création d'un utilisateur auparavant quand même, pour pouvoir créer notre image Docker. Donc là, si je fais un make build, hop là, non, make, alors on peut faire make clean, hein, d'ailleurs, pour tester qu'on a bien cleané le, voilà, make Docker build,
Hop, et voilà. Donc là, il est en train de builder l'image Docker. Bon, ça devrait aller assez vite quand même. Ensuite, du coup, qu'est-ce que l'on a avec ça, déjà, on a déjà fait du clean par rapport à tous nos éléments. Maintenant, il faut se replacer dans le contexte où on écrit dans RabbitMQ, donc on va se lancer on va alimenter notre petit RabbitMQ. Pour ça, on va se prendre un navigateur déjà. Hop, voilà. Ici, on va prendre 127.0.0.1 sur 15.672, voilà. Et bon, et le password user, le user et le password par défaut, hein, donc nous on s'en fiche un petit peu du côté simpliste de tout ça, et on va lancer notre collecte de manière à alimenter des messages dans notre queue RabbitMQ. Donc ça, là si je fais le make, si on voit hein, le make, ce qui se passe c'est qu'il il ne produit pas pour pousser dans RabbitMQ, je crois. Alors on peut lui faire de cette manière-ci, sinon, voyons voir. C'est quoi? C'est l'API collector, ok. Bon, on peut le lancer comme ça en même temps. On va le lancer sous forme de Docker. Et il va aller se connecter dessus. Donc nous, ça va être le RabbitMQ host qui va être... Ah, ça c'est dommage. Ça va être l'IP de notre gateway finalement de bridge Docker. Donc si je fais un doc IP, voilà, ça va être ça normalement. Donc en 1, en point 1 à la fin, comme ceci. Ici, le reste, ça doit être bon. Le user, c'est user. Le password, c'est password. Donc là, et si je fais un make docker run, logiquement, ça devrait fonctionner si ça c'est bien défini. RabbitMQ. Alors ce qu'on peut faire, c'est même toc toc, ça on peut le bypasser. On peut le faire plus comme ceci, voilà, -e RabbitMQ. Alors c'est frequency, je crois. Alors, on peut aller le voir dans notre code Go. On doit avoir un truc ici. On a frequency tout court même. Hop là, voilà. Donc, frequency tout court. Lui, on va dire que lui c'est 30 secondes parce que j'ai pas envie de me faire rate limité. Et ensuite en dessous on a aussi un tiret petit e RabbitMQ underscore enable parce que sinon ça va pas tomber dans enable. Donc là on va dire true, voilà, parce que sinon ça ne va pas envoyer directement dedans. Donc là si je fais un make docker run, là on est en mode impro, name API collector, docker invalide référence format, tiens, docker run, je ne l'ai pas trop testé cette partie là, docker run -rm, ouais, ah effectivement on dirait qu'il y a un truc qui lui plaît pas, qu'est-ce qu'il a qui lui plaît pas là-dedans, -name, toc toc toc, ah, ça doit être ça je pense, non ça lui plaît toujours pas, docker invalide référence format, ah c'est docker qui lui pose problème. Pourtant on a bien buildé, ça n'avait pas posé de soucis, docker run rm, bon je le reverrai, c'est pas très grave, je pense qu'il doit y avoir un petit truc, peut-être sur les options, docker image, bon je le vois pas comme ça, je vois pas pourquoi, docker rm-f, à moins que lui existe déjà. Non, il n'existe pas. Invalide référence format. Alors en plus, l'image on l'a bien créée forcément, puisqu'en fait c'est une variable, donc ça va. Ah, ça m'embête un peu ça. Tac tac. Bon, je le vois pas comme ça. Docker run. Le -ti, on n'en a pas, ça va pas nous faire l'affaire. On peut le faire, mais ça va pas être bon. Ça changera rien. Name API collector, je vois pas pourquoi là. Il y a une espèce
espace ici. Ah, il y avait un espace qui traînait déjà. Voilà. Donc là, il est parti. Donc là, on va attendre 30 secondes. Mais normalement, au bout des 30 secondes, nos messages devraient arriver ici. Donc là, comme il s'est connecté, c'est déjà bon signe, c'est qu'il a réussi à se connecter, puisqu'en fait, il crée la queue au moment où il se connecte, pas au moment où il envoie des messages. Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Et au bout de 30 secondes, on devrait avoir des messages qui arrivent. Donc là, maintenant, le jeu consiste à aller consommer ces messages, et avec quoi on peut les consommer. Donc là, soit on développe du code en Go, on aurait pu continuer à faire du code en Go, mais utiliser ensuite, on veut écrire dans le ClickHouse, trouver la librairie ClickHouse de Go, hein, ce qui n'est pas compliqué, développer les trucs, prévoir les cas de retry, etc., l'authentification et tout ce qui suit. Sauf que nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est très simple, c'est juste se plugger d'un côté et se plugger de l'autre et consommer ce qu'il y a dedans. Donc là, pour faire ça, il y a des outils qui sont très pratiques, c'est ce qu'on appelle plus classiquement des streamers en fait, et bah, c'est le cas pour un truc qui s'appelle Bento. Alors anciennement ça s'appelait Benthos, B-E-N-T-H-O-S, ça a été repris par Red Panda. Maintenant ça s'appelle Red Panda Connect, et il y a eu un fork qui a été fait qui s'appelle Bento, B-E-N-T-O, sans le H et le S à la fin. Donc si vous voulez aller sur Bento, vous avez le lien dans la description de ces deux outils là, mais c'est exactement les mêmes. Il y en a un qui est maintenu par Red Panda, donc du coup bon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus poussé, et l'autre qui continue à vivre sa vie aussi de son côté. Donc ce qu'on va faire, on va le faire avec Red Panda Connect. Donc vous voyez que là les métriques ont l'air de tomber, les métriques, les nombres de messages, nos métriques doivent évoluer aussi, j'imagine. Donc pour Red Panda Connect, j'ai repris les liens qui sont là. Il faut mieux taper direct sur la documentation, parce que sinon vous allez tomber sur l'endroit où on enregistre l'email, etc. Ce qui n'est pas forcément ma tasse de thé. Hop, voilà. Donc là, dedans, on a quoi? On a, je vous ai mis normalement 11 consumer, Bento consumer. Et en gros, pour installer Red Panda Connect, bah, vous faites ça. Moi, il est déjà installé, hein, de toute façon. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez installé Red Panda Connect. Sinon, vous pouvez faire aussi avec Bento, hein, vous voyez, juste au-dessus. Donc là, il nous dit, ouais, ça existe déjà. Est-ce que tu veux faire quelque chose, etc. Non, nous, on va rien faire. Une fois que vous avez fait ça, vous installez Connect. Donc RPK, donc c'est pour Red Panda. Et Connect pour dire je travaille, je fais quelque chose sur Connect, et là en l'occurrence je veux installer RPK Connect install. Donc nous ça par exemple, ça a déjà été fait. Ok, il nous dit si tu veux l'upgrader, tu fais RPK Connect Upgrade, donc ça c'est cool. Et il est en mesure de prendre un fichier de configuration. Le fichier de configuration est le même que historiquement Bentos, donc du coup il est utilisable sur Bento comme sur Connect. Et ce truc est extrêmement simple. Sous réserve de le retrouver. Oui. Voilà. Donc là, on a un input et un output. Ça, c'est extrêmement pratique. Par exemple, si on va reprendre la doc de Bento. Ici, voilà, comme ceci. Et si on va dans la doc de Bento, vous voyez, on a les inputs. On a les outputs, il y a la possibilité de faire des choses intermédiaires pour retravailler les données, interroger un LLM, etc. etc. Et dans les inputs, on peut se connecter à de la MQP, c'est-à-dire RabbitMQ, etc., du S3, du SQS, de l'Azure, du Cassandra, du Kafka aussi, du HTTP serveur, donc ça permet de faire carrément une API directement en Bento. Et puis de l'autre côté, on est capable de sortir de faire des choses entre les deux, et puis à la fin de sortir en output, soit de réécrire dans RabbitMQ, dans AWS3, des brokers Kafka, etc. etc. Donc ça c'est extrêmement pratique parce que vous allez faire que du YAML et vous n'avez pas besoin de développer pour pouvoir faire ce type de solution. Donc nous, ça on va aller le mettre avec notre code et on va s'en occuper plus tard, alors plutôt au moment du déploiement. Là pour le moment ce qu'on veut c'est juste s'assurer qu'on est en mesure de consommer les messages. Là on en a combien du coup? Là on en est à 800 messages et on va juste voir qu'on arrive à les consommer. On va faire un output de type log quoi en fait. Donc là ça va être quelque chose qui va pas nous permettre derrière de... Donc là on peut se créer un truc mkdir RPK, je crois que c'était ça, RPK, voilà, cd RPK, vim config
config.yml. Voilà. Et là, ça, bien sûr, on va le faire évoluer. Pour l'instant, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on se connecte juste à notre queue RabbitMQ, ici, hein, avec des paramètres qu'en plus on met totalement visibles comme ça. Et on va loguer en output, donc on va l'avoir en output d'ici, on va voir dans les lignes le contenu de chaque message. Et comme ça, nous, dans une prochaine vidéo, ce qu'on aura juste besoin de faire, c'est de switcher ici, de passer en mode ClickHouse pour écrire dans ClickHouse, donc en mode SQL avec un driver ClickHouse. Sous réserve d'avoir le cluster ClickHouse, mais ça, on va s'y intéresser dans les prochaines vidéos. Donc là, si je fais ça, hop là, non, pas si je fais ça, hop, voilà. Si je fais ça, je fais un RPK ou red panda, où est-ce qu'il est mon truc, RKP, j'oublie à chaque fois le nom, c'est pas grave, on va le retrouver ici, hop là, voilà. Donc nous, on va faire un R. C'est à croire que j'en fais exprès, mais non, c'est bien malgré moi. RPK connect run config YAML. Donc du coup, pourquoi j'ai pas le RPK là tout de suite? J'en ai essayé RPK. Ok. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réinstaller, parce que j'ai l'impression qu'on a fait juste sauter le truc. Hein. Il est dans la home local bin. Ok. On aurait pu le mettre dans USR local bin, ce qui aurait été déjà une plus grande assurance, mais c'est pas grave. Ensuite, on va dire yes, ok, vas-y. Ah ouais, parce qu'il a peut-être écrasé, on a peut-être supprimé. Ok. Ensuite, connect install. Ok. On peut mettre upgrade si on veut, ok, et ok, donc du coup là on devrait pouvoir le faire comme ceci. Pourquoi ça ne marche pas? Il faudrait le sourcer, c'est ça? Ok, ah bah je l'ai peut-être même encore ici. Ok, nous il nous a dit export, bah on l'a ici pourtant. Ah, ok, autant pour moi. Le truc classique, hop, voilà. Et donc là, hop, bon, ça a été plus vite que prévu, hein. Il a pris je sais pas combien il y avait de messages. Vous voyez que là, on est passé à 0, donc on va voir la courbe, voilà, il a consommé les 1400 messages très très rapidement. Et là, on a la sortie, hein, donc la constitution de toutes les données de chacun des messages qui est sorti. Alors bien sûr, le but, ce sera pas de loguer tout, et que ça écrive plutôt en base de données. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. On va continuer sur ça lors des prochaines vidéos. Il va nous falloir notre cluster ClickHouse, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Découvrez Cast.ai aussi, cast.ai/Xavki. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.